Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux et nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui en Loir-et-Cher pour cette conférence régionale de l'emploi 2025 à la suite de celle qui avait eu lieu à Olivet en 2023. Le format de cette conférence est assez inédite dans la mesure où nous avons décidé cette fois-ci de tester le webinaire pour des raisons de rationalité budgétaire, certes, mais pas que. En effet, la distance enlève parfois la possibilité aux ressources humaines d'assister à ces échanges très intéressants. Cette année, c'est la notion d'absentéisme qui a été choisie. Derrière ce terme se cachent des réalités humaines, managériales et budgétaires qui impactent directement la vie de nos collectivités et la qualité du service rendu aux administrés. Nous ne sommes pas ici ce matin pour pointer du doigt ou pour juger, mais bel et bien pour comprendre et agir. Nous savons que l'absentéisme dans la fonction publique territoriale atteint un niveau préoccupant. Ces chiffres, que l'on compare souvent à ceux du secteur privé, ne sont pas de simples indicateurs. Ils constituent le baromètre de la santé sociale de nos organisations. L'absentéisme a un effet et un double impact. Un impact sur les équipes restantes. Quand un agent est absent, son travail ne disparaît pas. Il est souvent reporté sur ses collègues, créant une surcharge, un stress et, in fine, un risque accru de nouvelles absences. C'est un cercle vicieux que nous devons briser. Mais également un impact sur les budgets, la gestion des remplacements. Les coûts indirects de désorganisation pèsent lourdement sur les finances locales, limitant ainsi d'autres investissements essentiels pour nos territoires. Il est souvent le symptôme d'enjeux profonds, l'usure professionnelle et la pénibilité, car de nombreux métiers territoriaux sont exigeants, physiquement ou nerveusement. Le vieillissement de nos effectifs intensifie cette problématique. Et puis il y a les conditions de travail et le management, le stress, le manque de reconnaissance, le déficit de formation ou de relations de travail tendues sont des facteurs qui dégradent la santé physique et mentale de nos agents. Cette conférence va être l'occasion de partager des constats et peut-être aussi les meilleures pratiques. Nous allons donc écouter les intervenants, échanger sur des analyses précises et étudier des pistes d'action concrètes comme investir dans le management, agir sur la prévention et accompagner les retours. Faire reculer l'absentéisme, c'est investir dans l'humain pour garantir un service public de qualité, pérenne et respectueux de ceux qui le construisent chaque jour. Merci à nos intervenants de Reliance et Caracal Stratégie, à notre animatrice Hélène Morange et à l'ensemble des directeurs et directrices de nos centres de gestion de la région Centre. Je vais maintenant passer la parole à M. Michel Gillot, mon ami, président de la coordination des CDG du Centre Val-de-Loire. Merci Eric, merci pour ton accueil. Merci à tes équipes d'avoir préparé cette 8e conférence régionale de l'emploi. Conférence régionale, en tant que président de la coordination régionale, je me félicite effectivement que ces échanges ne soient pas limités à un département, mais que l'ensemble des territoires qui sont différents, on a une région qui est quand même assez différente entre le nord, le sud, l'est et l'ouest, donc que ces échanges permettent de balayer un maximum de cas. Donc je vous souhaite un bon travail à tous, je nous souhaite un bon travail à tous. Je remercie tous ceux que tu as déjà remerciés, donc je ne vais pas reprendre tout ce que tu as dit, puisque sur l'absentéisme, j'ai hier de choses à rajouter à ton discours. Et je passe maintenant, sans plus attendre, la parole à Bertrand Massot, président du CDG 28 de l'Eure-et-Loire, qui va vous donner quelques éléments justement qui pourront, je dirais, donner un peu de matière à nos échanges. Bertrand, c'est à toi.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour aux internautes. Merci d'être présents pour écouter un certain nombre de chiffres qui vont vous être proposés, parce que c'est une tradition. Et c'est un sujet de débat souvent entre nous, entre présidents, pour savoir qui va présenter ces chiffres, puisque c'est quelque chose d'extrêmement valorisant. Vous le savez, on est obligé de faire des chiffoumis entre nous pour savoir qui va le faire. Et il y a maintenant quelques années, il y a 3 ans de cela, Olivier, j'avais eu la chance de présenter ces chiffres. Et à cette époque-là, j'avais fait une forme de cérémonie des Oscars pour présenter tous ces chiffres. Et je crois que ça avait marqué certaines personnes, puisque normalement, présenter des chiffres est quelque chose d'assez lassant. Donc, on m'a demandé de relever le défi de rendre ces chiffres encore plus attractifs. Autant vous dire que la barre était haute. Je suis pas sûr que je vais réussir à franchir cette barre. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est d'avoir quelque chose d'un peu dynamique. Et pour arriver à avoir quelque chose d'un peu dynamique, j'ai contacté la famille de l'ensemble des présidents de centres de gestion pour avoir des informations croustillantes sur eux. Et après de longs échanges avec la famille de chacun des présidents, j'ai réussi à trouver une pépite. Voilà, notre président coordinateur, Michel Gillot, qui vient de vous accueillir, dans sa jeunesse, fait partie d'un groupe. Il avait les cheveux longs à l'époque. Et il faisait partie d'un groupe de hard rock. Et j'ai retrouvé des chansons de l'époque que je vais vous proposer d'écouter pour vous présenter l'ensemble de ces chiffres. Alors, pour les internautes, si vous êtes au travail, mettez les casques, c'est mieux. Mettez pas trop fort, en tout cas. Normalement, c'est intelligible et vous verrez que l'intelligence artificielle peut faire des choses qui sont assez incroyables. Attendez, là. Hop, voilà, on peut lancer la musique au niveau de la régie. Conférence régionale pour l'emploi, une réunion de poids, attendu partout, la creux de haut. Plus de 1700 collectivités ont transmis leur RSU. 606 000 agents recensés dans ces collectivités, dont 70% de fonctionnaires, 17% contractuels permanents, 13% de contractuels non permanents. En région Centre-Val de Loire, les 70 000 agents territoriaux se répartissent ainsi. Pour le Cher, 8 300 agents. Pour l'Indre, 5 800. Pour l'Indre-et-Loire, 16 100. Pour le Loir-et-Cher, 8 600. Pour le Loiret, 20 100. Les 10 200 derniers forment l'élite. Conférence régionale pour l'emploi, une réunion de poids, attendue partout, la creux de ouf. 48% des agents permanents sont issus de la filière technique. 60% des agents sont fonctionnaires, les filières techniques. Administratives et culturelles représentent 75% des effectifs. 71% relèvent de la catégorie C, 16% de la catégorie B. Les mauvais en calcul mental ne seront jamais pour les A. Le taux de féminisation est de 61%, identique à 2021. Les cadres d'emploi les plus représentés sont ceux adjoints techniques, 30%, adjoints administratifs, 16%, 89% des fonctionnaires sont à temps complet contre 69% des contractés. Conférence régionale pour l'emploi, une réunion de poids, attendue partout, la creux de ouf. L'âge moyen des agents est de 47 ans en 2023. La pyramide des âges témoigne du vieillissement des agents permanents. Mais
merci la C, merci la N, merci la R, merci la A, merci la C, merci la L, merci la CNRACL. La variation des effectifs entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 témoigne du recours de plus en plus important aux contractuels. Les fonctionnaires baissent de 2,6%. Les contractuels augmentent de 21,5%. Conférence régionale pour l'emploi, une réunion de poids, attendue partout, la creux de haut. Les rémunérations annuelles des fonctionnaires sont supérieures de 15 à 20% par rapport aux contractuels. Ces valeurs sont en légère augmentation comparée à 2021. La part indemnitaire représente près d'un quart des revenus pour la catégorie A. En 2023, 52% des agents permanents ont suivi une formation d'au moins un jour. Le budget médian consacré à la formation est de plus TIC 100E, dont 54% au titre de la cotisation CNFPT. Le nombre moyen de jours de formation par agent était de 2,7. Conférence régionale pour l'emploi, une réunion de poids, attendue partout, la creux de ouf. Moyenne 16 jours d'absence pour tout motif compressible par agent fonctionnaire. 6,9 jours pour les agents contractuels. Légère augmentation par rapport à 2021 avec respectivement 14 et 6 jours d'absence. 20% des collectivités sont concernées par des accidents de travail, soit 5,9 accidents du travail pour 100 agents. En moyenne 39 jours d'absence consécutifs par accident du travail. 67% des accidents concernent la filière technique. Conférence régionale pour l'emploi, une réunion de poids, attendue partout, la creux de ouf. Concernant la lutte contre l'absentéisme par la prévention, 66 jours en moyenne de formation liée à la prévention des risques professionnels. Dépenses moyennes en formation, plus de 9 000 euros. Nombre moyen de formation, 35. Conférence régionale pour l'emploi, une réunion de poids, attendue partout, la creux de ouf. Merci à Florence, Xavier, Eric, Pierre et notre Mimi à nous, Michel Gillard. Conférence régionale pour l'emploi, une réunion de poids, attendue partout, la creux de ouf. Let's go! Merci, merci au public applaudit chaleureusement. Michel donc fait une tournée qui commence dans les prochaines semaines. Dédicace à la Fnac de Tours, c'est quand samedi, c'est ça? Bon, j'espère que ça vous a plu. C'était une façon un peu dynamique de présenter l'ensemble de ces chiffres. Voilà, je ne sais pas comment je pourrais faire mieux la prochaine fois. En tout cas, voilà, j'espère que c'était audible pour l'ensemble des internautes. Et c'est à peu près. Je représente la prochaine fois. Merci, merci Mimi. Bon voilà, pour les chiffres, je pense que ça a été suffisamment clair ce qui a pu vous être présenté. Donc je vous propose maintenant de rentrer peut-être dans le vif du sujet avec
avec la table ronde. Peut-être que le fichier, on le mettra aussi en ligne, le fichier audio. Je pense que c'est important de faire circuler ça dans l'ensemble de nos collectivités. Et donc, je vous propose de passer à la table ronde qui va être animée par Hélène Morange, qui est DGA à Tours Métropole. Je vous laisse peut-être monter sur place avec l'ensemble des invités. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Massot. Alors là, ça va être particulièrement difficile d'animer la table ronde après votre prouesse personnelle et technologique. On m'a soufflé dans l'oreillette que vous preniez vos congés en fonction d'un certain festival en dehors de la région Centre-Val de Loire. Je pense que tout le monde aura compris de quel festival il s'agit. Donc, je pense que le président, la coordination sera effectivement invité l'année prochaine. Vous pourrez lui donner les dates. On va essayer de relever le défi maintenant. Merci en tout cas pour cette introduction. Et du coup, j'appelle à mes côtés Philippe Charton, le directeur du développement de Reliance, et Pierre Souchon, le président de Caracal Stratégie, qui vont participer à cette table ronde. Merci, messieurs. Alors vraiment un grand merci d'aborder aussi ce sujet de l'absentéisme. Dans le cadre de la conférence régionale pour l'emploi, on aurait pu avoir différentes thématiques qui auraient pu avoir reçu votre assentiment. Vous avez évoqué, alors je reprends pour ceux qui n'auraient pas tout suivi de cette magnifique chanson, mais vous avez évoqué notamment les questions de formation à la fin de la présentation, qui aurait pu être un thème assez intéressant, mais je pense qu'on l'abordera par le biais justement de cette question de l'absentéisme. Pourquoi je parle de la formation? Parce que moi, c'est un chiffre qui m'a marqué. L'évolution très nette du nombre de jours de formation en 2023, où on revient justement sur des chiffres beaucoup plus intéressants, que ça soit en nombre de jours, mais aussi en moyenne de formation annuelle. Petit focus, 35 jours de formation contre 25 en 2021. C'est plus que sensible, plus que notable. Et puis, effectivement, plus de 9 000 € contre, on va dire, à peine 4 000 € en 2021. Alors évidemment, on peut penser qu'on a retrouvé des chiffres, je dirais, normaux après l'épisode de la crise sanitaire, qui a impacté quand même durablement nos organismes de formation et nos capacités aussi à la déployer. Donc ça sera, je pense, un point intéressant qu'on pourra aborder avec nos intervenants. Et puis, vous l'avez dit en introduction, messieurs les présidents, l'absentéisme, mythe ou réalité. Alors, j'imagine que nos collègues qui nous regardent se disent mythe, peut-être pas, puisque je pense qu'on le vit effectivement dans nos collectivités. Mais en même temps, il y a certainement besoin de déconstruire un certain nombre d'idées reçues quand on parle de l'absentéisme. Et quand on parle de l'absentéisme dans la fonction publique territoriale, vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, en introduction, en disant qu'on se compare beaucoup au privé. C'est normal, on se compare toujours de toute façon. Mais il faut aller plus loin que cette simple comparaison. Elle induit évidemment beaucoup de réflexions et puis beaucoup de mesures, je pense, dans ces comparaisons. Alors, mythe ou réalité, ça va être vraiment notre sujet, mais juste, je rappelle 2 autres chiffres que Monsieur Massot a magnifiquement orchestrés. 14,8 jours d'absence pour un fonctionnaire, 6,9 jours d'absence pour un contractuel. Donc, ça nous questionne, bien évidemment. Et puis, un chiffre qui me semble également inquiétant et qui fera le lien avec les questions de prévention et de formation, 5,9 accidents de travail pour 100 agents, avec des conséquences extrêmement fortes dans nos organisations. Donc, on voit bien qu'on a évidemment des marges de progression, on a évidemment un sujet à prendre en compte dans nos organisations. Je vais laisser d'abord la parole à Philippe Charton de Reliance. Je vais vous laisser vous présenter et puis vous allez ensuite nous montrer justement les tendances majeures des absences pour raison de santé que vous avez pu constater et analyser. Et puis, dans un premier temps, vous nous expliquerez justement la méthode
que vous avez prises pour nous présenter ces éléments-là. Merci Hélène. Donc Philippe Cherton, je suis directeur du développement de Reliance sur les acteurs territoriaux et je m'occupe en particulier de la production du panorama des absences pour raison de santé dans la fonction publique territoriale, donc une édition annuelle. Euh, sur, sur la question posée initialement, la question sur mythe ou réalité en termes d'absentéisme pour raison de santé dans la fonction publique, euh, on a évoqué les formations et globalement, on a quand même un sujet pédagogique sur cette thématique-là à l'échelle nationale, tant au niveau des parties prenantes presse et même politique. Je prendrai des exemples tout à l'heure en termes de pouvoir législatif et de décisions prises sur l'absentéisme pour raison de santé en FPT. J'insiste sur FPT parce que c'est vraiment un versant spécifique par rapport aux autres versants. Et je reviens sur la notion de méthodologie en se disant que évacuer cette notion de mythe, évacuer la notion d'idées préconçues, voire même d'opinions quelquefois, qui ne sont pas nécessairement argumentées, eh bien, pour ça, il faut partir d'une approche factuelle. Et l'approche factuelle, c'est avant tout la donnée basée sur un échantillon représentatif. Donc, je vous ai mis quelques données sur les échantillons, enfin l'échantillon sur lequel on travaille, et ultérieurement, les chiffres que je vais évoquer portent sur cet échantillon. Donc, cet échantillon, c'est à peu près 20% de la fonction publique territoriale. Voilà, donc on parle bien des agents CNRACL, on n'a pas en base les contractuels. Ils sont répartis dans près du tiers des collectivités en France, donc 440 000 agents sur près de 17 000 collectivités. Et au-delà de cette notion de pluralité des collectivités et du nombre d'agents, la profondeur de données est intéressante parce qu'on a 25 ans d'antériorité en termes de données. Donc, quand on compare l'année N à N-5, N-10, on est garant de la méthodologie et on est garant du fait que cet échantillon est stable sur toute la période. Dernier niveau sur cet échantillon, et là aussi, c'est pour bien montrer ce dont on parle. Cet échantillon est représentatif à 75% des collectivités adhérentes à un contrat groupe CDG. Donc, on est bien sur l'image des collectivités propres au CDG. L'écueil que l'on pourrait constater, c'est que notamment des grandes collectivités comme Tours ne font pas partie de cet échantillon. Pour autant, je le rappelle, 20% de la fonction publique territoriale. Donc, au-delà de la présentation de cet échantillon, à quoi ça nous sert? À quoi ça nous sert? Et là aussi, la pédagogie est importante parce que au-delà des chiffres, on peut toujours avoir des batailles de chiffres, etc. Ce qui est important, c'est la méthodologie et surtout de dégager des tendances, d'avoir une analyse tendancielle sur les phénomènes propres à l'absentéisme pour raison de santé. Donc là, je vous ai mis sur ce slide en fait un tableau qui reprend les évolutions. C'est un tableau qui n'est pas encore paru, il sera officiel à partir du 6 novembre. Ce tableau reprend la gravité, la fréquence, l'exposition, le taux d'absentéisme, je reviendrai là-dessus, sur une période oscillant entre 2019 et 2024. Et après, vous avez les évolutions de ces indicateurs par rapport à la nature de risque, maladie ordinaire, longue maladie, accident de travail, et la résultante, l'absentéisme global. Donc, en termes de sémantique, la gravité, c'est la durée des arrêts. On est d'accord? C'est la moyenne constatée chaque année de la durée des arrêts. La fréquence, c'est le nombre d'arrêts. Rien de spécifique par rapport à ça.
L'exposition, c'est le fait de mesurer le nombre d'agents absents au moins une fois dans l'année pour raison de santé. Et la résultante, c'est le taux d'absentéisme. Donc, pour avoir cette approche factuelle, hein, on l'a vu, l'échantillon est assez profond. Et par rapport à ça, on décline 3 grands phénomènes et une résultante, le taux d'absentéisme. Les 3 phénomènes, et là aussi, c'est peut-être aussi évacuer certaines idées préconçues, hein, battre en brèche, c'est des choses qu'on a pu lire dans la presse. Sur cette période, et on aurait pu revenir 10 années en arrière, il y a moins d'agents absents. Voilà. Donc, quand on mesure l'exposition, hein, le nombre d'agents absents pour raison de santé, de 2019 à 2024, eh bien, l'exposition baisse de 6%. Pour 100 agents absents en 2019, vous n'en avez plus que 94 en 2024. Ce premier phénomène-là, il est aussi parallèle à cette notion de fréquence. Donc, moins d'agents absents, mais aussi moins d'arrêts constatés. Ça aussi, c'est un phénomène fort. Et là aussi, on a de cesse d'entendre du fonctionnariat bashing en disant il y a énormément d'arrêts, etc. En termes d'évolution, les arrêts baissent. Donc, moins d'agents, moins d'arrêts. Par contre, et là, c'est la notion de gravité, la notion de durée, la moyenne constatée des arrêts évolue à la hausse et évolue fortement à la hausse. Sur cette période, hein, toujours 2019-2024, vous voyez que sur l'absentéisme global, la gravité pèse de 12%, plus 12% sur cette période, et sur en particulier la maladie ordinaire, qui est quand même 1 arrêt sur 8, cette gravité, donc cette durée moyenne qui augmente, elle prend 17%. Et donc, de ces 3 phénomènes, la résultante, c'est que le taux d'absentéisme global évolue sur cette période-là. Le fait que vous ayez moins d'arrêts et moins d'agents ne compense pas le fait que les arrêts, en termes de durée, sont beaucoup plus importants. Voilà. Donc, cette notion-là, hein, le fait d'avoir des séries longues, ça nous permet de décliner ces phénomènes. Ça n'empêche pas que, naturellement, sur cette période, il y a eu des événements qui ne sont pas conformes à ces grandes tendances. Typiquement, la période 2020-2022, Covid, vous avez une inversion de cette tendance. Vous avez pu constater dans les collectivités une fréquence, donc de nombreux arrêts qui ont augmenté, mais plutôt des arrêts courts, donc qui ont tempéré à la baisse la durée moyenne des arrêts. Donc, par rapport à ça, ce qui est important, c'est d'avoir une lecture plutôt sur des longues séquences plutôt que ponctuelles. Je vais prendre un exemple là-dessus, et ça mettra aussi en lumière la notion d'échantillon. En 2024, il y a eu un long débat sur le passage de 100% à 90% en termes de baisse de remboursement de l'indemnité journalière. Ce débat-là, il portait principalement sur un rapport fourni par l'Inspection générale des finances et l'Inspection générale de l'administration. Ce rapport faisait état de chiffres d'absentéisme très importants. Sur la fonction publique territoriale, les évolutions étaient vraiment importantes, majeures. Le fait est, c'est que quand vous regardiez les chiffres de près, déjà l'échantillon porté sur l'enquête emploi INSEE, l'enquête emploi INSEE, c'est 6000 agents de la fonction publique territoriale qui sont questionnés. C'est un mode déclaratif. Donc avec un mode en plus d'erreur en termes de réponse aux questions non négligeable. Donc on était à un échantillon qui représentait moins de 0,2% de la fonction publique territoriale, et en plus sur une période sortie de Covid, donc 2 années comparées, où on avait un événement ponctuel qui venait exacerber l'analyse chiffrée. Donc tout ça pour dire que il faut vraiment séparer le ponctuel
qui peut générer tout un tas d'idées, etc., d'opinions sur l'absentéisme pour raison de santé, et regarder les phénomènes majeurs, les phénomènes importants qui vont drainer la majorité des impacts sur les collectivités locales et, on l'espère tous, toutes les politiques RH liées plutôt à des événements majeurs plutôt qu'à des événements ponctuels sur lesquels, entre guillemets, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, une fois qu'on a décliné ces grandes tendances, donc moins d'agents absents, moins d'arrêts, mais une gravité qui augmente, c'est intéressant d'aller un petit peu plus loin sur l'analyse et de se dire qu'est-ce qu'il y a derrière cette gravité, et notamment qu'est-ce qu'il y a derrière ces 17% en termes de maladies ordinaires, cette croissance forte de la gravité. Et là, les chiffres nous aident bien. On vous a fait un graphique avec l'évolution sur 10 ans de la part des arrêts et des jours d'arrêt en maladie ordinaire selon leur durée. Donc, dans l'histogramme, les 2 premiers histogrammes concernent les arrêts en maladie ordinaire de moins de 90 jours, le deuxième de 91 à 180 jours, et le troisième pour les arrêts les plus longs en maladie ordinaire. En bleu, vous avez les arrêts, en rouge, vous avez les jours d'arrêt. Conformément à la tendance, quand vous regardez les arrêts courts de 1 à 90 jours en maladie ordinaire, ils sont tout à fait conformes à la tendance. Moins d'arrêts constatés et puis moins de jours constatés sur ces arrêts courts. Pour autant, regardez après la croissance en termes d'évolution sur les arrêts, sur les jours d'arrêt, sur ces arrêts longs en maladie ordinaire. En bout de course, les arrêts les plus longs sont multipliés par 3 sur une période de 10 ans. Donc, vous avez beaucoup plus d'arrêts longs et très longs en maladie ordinaire. Je le rappelle, 8 arrêts sur 10, c'est de l'AMO. C'est ça aujourd'hui qui pèse très lourd et dans les budgets et dans les organisations des collectivités. C'est cette croissance forte de l'arrêt long. Et en termes de nombre de jours, ce n'est pas multiplié par 3, mais c'est presque multiplié par 2. Donc, là-dessus, les politiques RH, on en parlait, la notion de formation, etc. Tout ça, on est sur du long terme. On est sur quelque chose qui ne relève pas de la baguette magique ou de la solution unique. Il faut mettre en œuvre des accompagnements auprès des collectivités, et les collectivités, avec leur équipe RH, doivent accompagner les agents beaucoup plus sur la notion d'arrêt long plutôt que sur la notion d'arrêt court. Sinon, on s'en réfère au jour de carence. Le jour de carence, quand vous prenez les arrêts en maladie ordinaire de moins de 8 jours, ça représente que 2% des jours indemnisés. Si vous prenez les arrêts à 1 jour, ça représente 0,1%. Donc des solutions comme le jour de carence, ça a eu un impact sur l'absentéisme global. Pour autant, ce n'est pas nécessairement le sujet aujourd'hui de la territoriale. Le sujet de la territoriale, c'est cette tendance-là, des arrêts de plus en plus longs, avec un point d'orgue mis sur les arrêts les plus longs des plus longs. Alors, peut-être sur ce sujet-là, on y viendra. Il y aura peut-être aussi des questions ou des témoignages de protocoles qui pourraient être mis en œuvre, effectivement, sur l'accompagnement de retour des arrêts longs, parce qu'on sait que dans nos organisations, c'est un des sujets majeurs. C'est comment préparer le retour au travail, comment l'accompagner quand les personnes reviennent. Vous l'avez évoqué. Merci pour la précision sur le jour de carence, parce que je pense que c'était une question également de savoir l'impact qu'a pu avoir le jour de carence. Et au final, avec le temps long que vous évoquez, on se rend compte que l'impact reste quand même assez faible. Alors, donc on a observé au tout début, 2018-2019, mais aujourd'hui, pour vous, c'est plus un sujet réellement, vous venez de le dire. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'impact, pas de problème là-dessus. Pour autant, l'impact a été de toute façon sur une tranche d'absentéisme qui était faible au départ. Donc,
l'impact le plus important, c'est plutôt sur l'organisation de la collectivité et le fait que des arrêts courts qui pouvaient peut-être être répétés, là, ont été réduits et le coût indirect lié à cette désorganisation liée à ces arrêts courts ont réduit et ont permis aux collectivités d'améliorer au moins leur organisation à ce niveau-là. Pour autant, comme je le disais en termes de chiffres, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet dans le sens où en indemnisation directe, ça coûte très très peu aux collectivités. Voilà. Donc on est sur un coût direct modique et par rapport justement au poids des arrêts longs, il vaut, entre guillemets, hein, si on a des choix en termes de ressources à affecter, vaut mieux peut-être travailler sur un phénomène structurel que sur un phénomène qui, entre guillemets, est plus politique que opérationnel. Alors, un des facteurs, et là vous venez de passer la diapo d'après, qui a été évoqué aussi par le président Martellière dans son introduction, c'est la question de la pyramide des âges de la fonction publique territoriale et du fait que l'âge devient facteur aggravant, justement dans la gestion de ces arrêts et de ces arrêts longs. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer quelques éléments justement? Donc, j'ai pas voulu m'aligner totalement sur la pyramide des âges montrée tout à l'heure. Là, c'est une pyramide des âges des agents absents, en fait. Hein. Donc, c'est la répartition. Vous prenez tous les agents absents sur l'année 2024, constatés auprès de notre échantillon, et puis vous les répartissez en termes de tranches d'âge, et vous obtenez cette pyramide qui est en fait assez conforme à la pyramide montrée tout à l'heure, c'est-à-dire une concentration en fait sur les tranches les plus hautes, donc sur les populations seniors des effectifs de la fonction publique territoriale. Donc cette répartition, ça nous dit quoi? Ça nous dit que nécessairement les pathologies qu'on va retrouver sur les populations les plus anciennes, il y a quelque temps, je disais les seniors, maintenant que j'en suis un, j'ai plus de réticence à le dire, mais bon, les populations seniors, en fait, on a 3 principales causes de pathologies liées aux pathologies observées. Hein. On est sur les pathologies chroniques, ce qui est lié à la à la fatigue et à l'usure professionnelle. Donc, on voit qu'il y a une concentration sur les plus de 50 ans, où là, on retrouve la majorité des agents absents. Le fait est, c'est qu'au-delà de cette photographie des agents absents, quand vous faites le lien avec les durées moyennes, là, on a réparti le nombre de jours constatés et qu'on a bâti en moyenne par rapport aux âges, vous vous apercevez que ces strates supérieures en termes d'âge, c'est celles qui ont des durées les plus importantes en termes d'arrêt pour raison de santé. Et donc, ce cumul pèse très lourd sur les budgets des collectivités locales parce que vous avez un effet cumulatif. Donc, vous allez avoir de plus en plus de personnel vieillissant. Il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je dis, mais du personnel vieillissant. La réforme des retraites, même s'il y a une pause, fait quand même décaler le départ en retraite des agents. Et donc, nécessairement, ça va amplifier le nombre d'agents seniors, donc le nombre d'agents seniors absents, et donc, par rapport à ça, des moyennes constatées encore plus importantes en termes de durée moyenne d'absence pour raison de santé. Donc, un effet cumulatif, et on parlait des moyens tout à l'heure, des politiques à mettre en œuvre. C'est un vrai sujet parce que c'est pas une surprise. On sait tous que cette pyramide des âges, même si réforme des retraites, ça a amplifié, etc., mais que les collectivités allaient être confrontées à ça et que malheureusement, le fait que dans les équipes, il n'y ait pas un rajeunissement des équipes du fait d'un recrutement, là aussi lié à des ressources qui sont peut-être moindres dans les budgets des collectivités,
aujourd'hui, ça pèse lourd sur cette répartition, sur cette pyramide, et ça engage des politiques de reclassement curatif, alors qu'on aurait pu être dans de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc, ce gros mot, je ne dis pas que ça n'a pas été fait dans les collectivités, mais qui n'a peut-être pas été priorisé, on voit aujourd'hui que ça a fortement des conséquences. A contrario, je reprends mes grandes tendances de tout à l'heure, si les collectivités n'avaient pas mis en œuvre des politiques de prévention et ne s'étaient pas occupées de l'absentéisme pour raison de santé, peut-être qu'on aurait eu plus d'agents et plus d'arrêts. Donc, il faut aussi tempérer le fait que les collectivités se sont quand même saisies de ces sujets de prévention et de prospective en termes d'absentéisme pour raison de santé. Par contre, peut-être pas nécessairement à hauteur de l'enjeu, parce qu'on voit que là, l'enjeu pèse lourd et on est non pas au début, on est plutôt au milieu du gué, mais il y a encore quelques années et on ne sait pas si la suspension va tenir en termes de réforme des retraites, mais au-delà de ce phénomène-là, c'est structurel dans les effectifs des collectivités. Le vieillissement est là. Donc, quand on parle de reclassement, aujourd'hui, vous avez très peu de collectivités, vous savez ça mieux que moi, qui ne sont pas confrontées à des reclassements quasiment impossibles, avec des métiers que l'on sait avec une forte pénibilité. On sait qu'une ATSEM, entre guillemets, a une durée de vie opérationnelle limitée et qu'il va falloir la reclasser. Et on sait aussi que dans les collectivités, il n'y a pas nécessairement pléthore de place pour reclasser ces agents avec une forte pénibilité. Donc là, on est sur un cumul de facteurs aggravants. En tête de liste, naturellement, c'est l'âge. Pour autant, ça amène à évoquer des politiques de prévention liées à la gestion de plans seniors. Il y a pas mal de collectivités qui réfléchissent aujourd'hui là-dessus. Il y a aussi l'aspect législatif avec, depuis septembre, là, les agents territoriaux peuvent engager des retraites progressives à partir de 60 ans. Ça, c'est des choses qu'il va falloir intégrer dans les politiques RH pour mener à bien aussi le transfert de compétences. On l'a vu tout à l'heure, les fonctionnaires ne sont pas tous remplacés. Et quand ils sont quelquefois remplacés, c'est plutôt du contractuel. Pour autant, il y a du transfert de compétences à faire. Et c'est peut-être à ces populations de seniors de prêter la main aux populations entrantes et peut-être à travers ça de trouver un autre modus operandi avec ces agents vieillissants. Merci en tout cas pour tous ces éléments. Alors effectivement, on va pas se mentir, on découvre pas la pyramide des âges, je pense pas, en tout cas, qu'on découvre la pyramide des âges de la fonction publique territoriale. Pour autant, on en subit évidemment les effets. Et puis, on a un double enjeu. On a effectivement celui que vous venez de montrer sur l'impact sur les absences et les absences plus longues sur ce premier point. Et puis le second, c'est la question de l'attractivité de la fonction publique territoriale. On sait aujourd'hui qu'on aura du mal à recruter le nombre de personnes dont on va avoir besoin parce qu'on est dans un monde concurrentiel, parce qu'on a des métiers qui évoluent et qu'on voit bien, je pense les uns et les autres, que sur des recrutements, on est très fortement en concurrence, évidemment entre nous, mais pas que, et c'est bien normal. Du coup, ça m'interroge forcément ce point-là, c'est-à-dire qu'à la fois, il faut qu'on anticipe cette pyramide des âges vieillissante, bien évidemment. De l'autre côté, quand on est en anticipation de recrutement, on a parfois du mal à optimiser justement ces recrutements. Et puis, le dernier point, c'est que sur la question de la cessation d'activité, il y a effectivement des arrêts longs. Et puis, moi, j'y suis confrontée, en tout cas, dans l'établissement dans lequel je travaille.
On a aussi des départs qui, une date de départ officielle à la retraite n'est pas la date de départ effective, loin s'en faut, quand on a pu avoir un compte épargne-temps augmenté à 70 jours, ce qui est quand même assez, alors très intéressant et je ne le remets pas en cause pour les personnes qui peuvent en bénéficier, mais colossal pour les organisations. Et du coup, on est quand même dans la quadrature du cercle sur justement la poursuite des missions de service public qu'on doit faire, l'anticipation de ces recrutements, et puis finalement un contexte évidemment budgétaire extrêmement serré, dans lequel il est difficile de pouvoir faire ce qu'on appelle vulgairement des tuilages. En tout cas, pour ce qui me concerne, à Tours Métropole Val-de-Loire, on a 1700 agents. La moyenne d'âge est à 49 ans, dans une filière à 85% technique, sur des agents de catégorie C, avec des arrêts effectivement liés à de la pénibilité, à l'usure professionnelle, avec une pyramide des âges et qui est évidemment celle-ci, même si du coup, moi, le côté femme n'est pas tout à fait équivalent, loin s'en faut. Mais aujourd'hui, c'est une vraie question sur comment on amène la transformation des métiers en amont. Alors effectivement, il y a les questions d'action de prévention. Quel type de plan de prévention on peut faire? Comment on peut faire évoluer les métiers? Parce que pour nous, en tout cas, l'enjeu, il va être plutôt d'être en anticipation d'évolution des métiers. Donc ça, c'est un premier sujet, hein, vous l'avez dit. Alors, on se dit les gros mots de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, mais plutôt opportun si en tout cas on le voit sous l'angle de l'évolution des métiers et d'anticiper ce point-là. Et puis comment on assume finalement un coût de remplacement anticipé dans un contexte extrêmement serré. Moi, je me questionne aussi, je vous livre toutes mes questions. Moi, je me questionne aussi sur l'effet que vont avoir les retraites progressives. Comme je suis pas née hier, je me souviens que quand j'ai commencé ma carrière dans la fonction publique territoriale, on avait déjà les retraites progressives. On trouvait que c'était plutôt intéressant, en tout cas, ça avait un intérêt, puis ça a été arrêté. On s'est tous dit que c'était mieux finalement parce que ça permettait de mieux gérer justement ces temps de passage. Et puis là, on y revient. Et du coup, on ne sait pas tellement mieux le gérer. Parce qu'on a forcément toujours cette contrainte financière très forte. Pour les agents concernés, moi en tout cas, dans les premiers retours que je peux avoir, eux en sont très satisfaits parce que ça permet vraiment un accompagnement à la retraite et voilà, je pense à titre individuel et personnel, ça a vraiment du sens. Pour l'organisation, c'est légèrement plus complexe. Donc, je pense qu'on n'a pas encore les effets, à moins que vous ayez peut-être, vous, quelques tendances par rapport à ça. Et puis, la dernière question, vous l'avez évoquée, alors même si je ne vous demande pas d'avoir une boule de cristal, mais effectivement, on vient de mettre en sommeil la réforme des retraites. Moi, là, je me dis, je ne sais pas quel effet ça va être. Est-ce qu'on va avoir un effet un peu d'opportunité, je dirais, et il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, mais je me mets à la place des collaborateurs qui sont dans l'entre-deux et qui se disent peut-être, il faut peut-être saisir l'opportunité de prendre sa retraite maintenant pour ne pas être pénalisé demain. Également à titre individuel, on l'entend et on le comprend. En termes d'organisation, moi, je crois qu'on n'est pas armé pour faire face à des retraites un peu massives dans des temps très courts de 2 ans. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des éléments d'appréciation ou si, évidemment, je le dis, alors je ne suis pas sûre que dans le cadre du webinaire, on est en capacité d'interagir avec les questions, mais posez-les et on les récupère et on peut les poser un petit peu plus tard. Mais si dans la salle, notamment nos présidents et présidentes et directeurs et directrices de centres de gestion ont des questions, n'hésitez pas à intervenir. Mais quelques éléments peut-être par rapport à ce que je vous ai demandé. Quelques éléments, hein, naturellement. J'ai pas toutes les réponses, loin s'en faut. Et mon boulot, c'est de lire les chiffres. C'est beaucoup plus simple que d'être décideur dans les collectivités. Pour autant, par rapport à la réforme des retraites, naturellement, c'est compliqué de faire une estimation. Pour autant, ce qu'on perçoit aujourd'hui dans le décalage du départ en retraite des agents, hein, de l'âge de départ en retraite des agents, c'est que certes, il se fait en fonction de la loi, mais il se fait en fonction aussi du pouvoir d'achat de l'agent. Et ça amène des carrières qui durent dans le temps parce que l'agent va au bout du bout en termes de retraite. Donc ça, c'est un point assez
assez important à avoir en tête et entre guillemets, cet effet d'aubaine de suspension, il va être très dur à mesurer par rapport à ça, par rapport aux agents qui souhaitent rester le plus longtemps possible en poste. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas absents pour raison de santé, là aussi, hein, voilà. Parce que néanmoins, ils ont les mêmes caractéristiques que d'autres. Euh, une petite réponse sur l'attractivité, sur le recrutement, sur les, les, les atouts des collectivités. Quand on fait une enquête de qualité de vie au travail au sein des collectivités, vous avez tout un tas d'éléments qui ressortent en termes de conditions de travail, etc. Pour autant, il y a un point qui est globalement commun à toutes ces enquêtes-là et avec un haut niveau de satisfaction, c'est lorsque l'agent vient travailler le matin, il a une vraie reconnaissance de son métier. Il est content de prendre son poste le matin et d'assurer, de délivrer la mission d'intérêt général. Voilà. Donc, ça, c'est un vrai point, un vrai attrait par rapport aux politiques de recrutement. Ça le demeure. Pour autant, là, de façon très opérationnelle, si la protection sociale autour de l'agent n'est pas au moins égale à celle du privé, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Et là, la réforme de la protection sociale complémentaire en cours, qui n'a pas été transposée par le législateur aujourd'hui, donc ça peine à être lancé. Pour autant, c'est vraiment un point crucial pour réussir à avoir des candidats, parce que, entre guillemets, c'est le socle, c'est la base. Aujourd'hui, nous, on n'a pas un seul candidat qui ne nous pose pas la question de façon très prosaïque, la mutuelle santé. Voilà, on ne va pas parler de prévoyance, mais au moins la mutuelle santé, c'est questionné. Voilà. Donc, c'est un élément sur lequel les collectivités ne peuvent plus tergiverser. Voilà. Donc, voilà, sur ces deux points-là, il y a au moins deux choses importantes à avoir en tête pour continuer à être attractif. Alors là, je pense que vous avez le sujet qui doit animer nos centres de gestion sur la question évidemment de la prévoyance et de la mutuelle santé. On est tous, en tant qu'employeurs, dans des questionnements et en difficulté sur ces sujets-là. Je ne vous l'apprends pas. On nous annonce aujourd'hui 2029. Ok, bon, 2032, 2000, enfin voilà, moi je sais plus en fait. Enfin, honnêtement, on est face à vraiment des questionnements un peu sans fin. On est très en difficulté pour répondre à nos agents en poste parce qu'on n'a pas tous les éléments en main pour répondre correctement. On est très en difficulté pour répondre à nos organisations syndicales qui elles-mêmes sont très interrogatives et bien sûr sur tout ce qui va pouvoir se passer. On attend ces fameux décrets qui vont sortir un jour, qui sont certainement dans un tiroir, excusez-moi pour la langue de bois, mais bien au fond, voire peut-être dans la case corbeille. Alors, en tant qu'employeur, on n'est plus en capacité de dire aux gens qu'on va attendre, quoi. Enfin, mais en tout cas, c'est malgré tout, et je le dis en toute humilité, parce que discours que j'ai malheureusement tenu aux organisations syndicales avec lesquelles je travaille il y a 15 jours, c'est de dire, en fait, on va attendre. Sauf qu'effectivement, alors pour les gens qui sont en poste, c'est d'une difficulté sans nom, puisque notamment sur les questions de prévoyance qui sont fortement liées à l'âge, mais pas que, hein, je ne veux pas évidemment en faire un résumé malheureux, mais la question de la prévoyance aujourd'hui, elle devient presque incompréhensible pour des agents qui arrivent ou même des agents qui sont en poste, avec des coûts de prévoyance qui sont extrêmement forts et qui ne sont pas liés à l'implication des collectivités et leurs établissements, hein, qui sont bien liés à la réforme qui a eu lieu, et on ne sait plus comment les conseiller, très franchement. Et quand on discute avec justement les mutuelles ou autres, ils ont bien évidemment et ils nous font bien écho de la même difficulté. Donc pour nous, c'est quand même un casse-tête. Évidemment, on entend ce que vous dites et on a bien sûr ces questions quand on recrute des gens sur l'attractivité, quelles sont nos participations santé et prévoyance.
c'est certain que quand ils viennent d'entreprises privées qui participent à 50%, si c'est le seul point de comparaison, il n'y a pas de comparaison possible, hein. On n'est évidemment pas en capacité de s'aligner, mais je ne sais pas comment on pourra faire pour s'aligner avec les budgets contraints que nous avons aujourd'hui. Alors voilà, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas résolu le problème, mais en même temps, c'est quand même un sujet extrêmement fort chez nous. Alors vous parliez de la qualité de vie au travail. Du coup, on essaye de prendre des petites orientations, des pas de côté, je dirais, pour dire que voilà, on travaille notamment, par exemple, sur la lutte contre l'accidentologie ou bien sur l'accompagnement au retour des arrêts longs ou la question des reclassements. Alors, sur la question des reclassements, on est parfois aussi en grande difficulté et selon les tailles des collectivités ou des établissements, c'est encore plus complexe. Je me mets à la place des collègues. J'ai été moi-même directrice générale dans une petite commune. Je sais très bien quand on a 35 ou 40 agents, les reclassements, on peut faire des choses. Je ne dis pas qu'on ne peut pas en faire et qu'on ne le fait pas, mais on est relativement limité malgré tout. Et donc là, il y a la question de l'échelle intercommunale ou départementale qui, bien sûr, se pose et qui peut effectivement renvoyer aussi aux politiques que souhaitent mener les centres de gestion sur ces questions-là, parce que d'une part, les procédures de reclassement sont très longues, et puis il y a les vraies procédures de reclassement avec les protocoles qui vont bien, et puis il y a les procédures de reclassement entre guillemets anticipées et qui permettraient d'éviter ce que vous avez montré en tendance et puis en complexité. Après, voilà, moi je me tourne quand même vers la salle. Est-ce que vous avez des questions qui vous viennent ou des interventions ou des témoignages peut-être de ce que vous pouvez vivre ou entendre en tant que centre de gestion sur justement ces questions d'absentéisme ou ces questions de protection sociale complémentaire puisque vous êtes au cœur du sujet ou bien sur la question de l'évolution des métiers. Est-ce que un d'entre vous souhaite intervenir? Monsieur de Kinmen? Madame Delors. Donc, alors, Oui, moi j'avais 2 questions, 2 interrogations. La première, c'est sur la prévoyance. C'est un vrai sujet, un sujet dont les agents ne sont pas conscients. Je ne sais pas si ça se joue en termes d'attractivité parce qu'en fait, la prévoyance, un agent qui rentre dans la fonction publique, il se pose même pas la question. Pour lui, il est comme dans cet orchidée sur ce souvé-là, c'est-à-dire que, il est malade, il est remboursé, il y a des IJ, point barre, quoi. Donc, je pense que c'est un sujet d'employeur. Je ne suis pas sûre que ce soit un sujet d'attractivité. À l'inverse de la mutuelle, par contre, parce que la mutuelle, c'est vraiment c'est un sujet commun. On pense que l'employeur, donne une mutuelle, pas forcément une prime. Donc je pense que la prévoyance, c'est vraiment un sujet employeur et à l'échelle nationale, j'ai un taux de participation, sur ces contrats, ces campings participation qui est d'environ 62%. Je ne sais pas si c'est la réalité. Alors, à l'échelle locale, je prends cela dans, par exemple, puisqu'on a un contrat alors interdépartemental avec 3 autres départements chez la région, et on a un taux de participation qui nous a annoncé comme bon, avec 54% des agents potentiellement adhérents à la convention qui en bénéficient. 54, moi j'ai évolué plus à itérer une modèle, c'est pas assez, c'est dangereux, et il y a un vrai rôle du maire employeur là-dessus. Mais voilà, une question là-dessus. Est-ce que cette différence entre les départements, j'ose le dire, même pour le Édouard, qui ont été tout peuplés parmi les 4 départements qui sont sur la Tagasso, 54%, donc c'est beaucoup. Moi, je compte, c'est pas d'équipe. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, sur ce sujet de couverture de la prévoyance, simplement, aujourd'hui, perdure la labellisation, le fait qu'il y ait des conventions de participation à adhésion facultative et la possibilité d'appliquer l'accord de 2023, l'accord national de 2023, avec la capacité pour les collectivités de bâtir une adhésion obligatoire en prévoyance. Donc, et ce, peut-être jusqu'en 2029, comme le disait Hélène tout à l'heure. C'est un vrai sujet aujourd'hui
pour le déploiement de la prévoyance. Et le chiffre de 70% de taux de remplissage, entre guillemets, des conventions de participation, nous, ce n'est pas du tout ce qu'on observe sur le marché qu'on adresse aujourd'hui. Voilà. On est plus proche, en effet, de 50%, et 50%, entre guillemets, c'est plutôt une bonne nouvelle, plutôt que 70%. Voilà. Donc, je vais même aller plus loin. On observe aussi des agents qui quittent des contrats labellisés, donc des contrats individuels, sans rien reprendre derrière. Voilà. Là, vous avez des opérateurs, pour ne pas les citer, ils en font état, il n'y a pas de problème, hein, qui parlent de cette démutualisation des agents à hauteur de 80 000 agents qui ont quitté MNT et Impérial, mais sans prendre aucune couverture. Voilà. Donc, on a un vrai sujet et les collectivités, pour des raisons diverses et variées, budgétaires, etc., mais aussi, faut bien dire, de technicité, parce que c'est quand même assez compliqué aujourd'hui de comprendre le paysage législatif en termes de protection sociale complémentaire, eh bien, on est plutôt dans l'attentisme. Et pour en revenir à vos propos sur le fait que c'est un sujet d'employeur et moins un sujet d'agent, c'est vrai, tout à fait. Pour autant, quand un agent a un accident de vie privée, et là, quel que soit son âge, comme la période de constatation des 90 jours qui vont déclencher la prévoyance, c'est sur 1 an, et ben vous avez des agents qui ne sont pas du tout conscients, qui vont passer à demi-traitement. Et donc, c'est aussi, entre guillemets, charge à l'employeur de dire la réelle importance de la prévoyance quand il recrute aussi ses candidats, en disant attention, c'est pas anecdotique. Je dis pas qu'on a des agents tous les jours sur le sujet. Pour autant, les agents, c'est toujours une surprise quand ils passent à demi-traitement. Donc, méconnaissance naturellement des candidats sur la prévoyance. Par contre, un vrai sujet à faire porter. Et troisième élément et dernier élément sur la prévoyance, cette démutualisation dont je parlais tout à l'heure, c'est aussi parce qu'il n'y a pas un modèle unique et que tous les opérateurs veulent appliquer l'accord de 2023, hein, l'accord national de 2023, avec des contrats obligatoires. Ça permettra de leur baisser les prix, hein, d'augmenter l'assiette des agents assurés. Hein, c'est les règles de l'assurance. Pour autant, aujourd'hui, il y a très peu de collectivités qui se sont lancées, là aussi il n'y a pas de jugement de valeur, dans l'application de l'accord, du fait de la complexité aujourd'hui législative. Donc voilà, on est vraiment dans une phase transitoire, par contre sur des sujets qui sont primordiaux. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces éléments. Alors, moi, je rajouterai un mot, si vous me le permettez. Vous dites qu'il y a parfois un peu de frilosité de la part des employeurs sur ces questions-là. Peut-être, mais il y a quand même une question de trajectoire. C'est-à-dire que quand on n'a pas la trajectoire, c'est quand même d'une complexité sans nom pour être en capacité de se prononcer et nous de conseiller. Et ça, les errements législatifs ne nous aident pas, très, très franchement. Je dis pas que c'est pour se dédouaner, c'est vraiment pas le sens de mon intervention, mais en tout cas, ça complexifie le sujet. Après, on a des élections municipales l'année prochaine. Dans les 6 mois, il y a une obligation de débattre, messieurs, mesdames les élus, sur la question justement de ces orientations. Donc, on peut espérer avoir des éléments peut-être un petit peu plus de trajectoire, justement, qui pourront aider à la décision des nouveaux exécutifs. En tout cas, moi, je le souhaite, parce que c'est vrai qu'on est quand même dans cette attente. Et on aura à la fois les élections municipales en mars, et puis on aura les élections professionnelles en décembre, et ça sera évidemment un sujet, je pense, des syndicats qui vont venir vers les employeurs pour connaître leur position. Donc, merci beaucoup en tout cas, Philippe, pour tous ces éléments. C'était extrêmement intéressant. Je vous propose qu'on continue notre table ronde sur l'absentéisme, mythe ou réalité,
et qu'on aille plus loin en fait sur ces questions-là. Plus loin avec vous, Pierre Souchon, je vais vous laisser vous présenter et nous dire, et je vais vous laisser bien évidemment la petite zapette, et nous dire comment vous allez pouvoir nous accompagner justement dans peut-être, je dirais, un petit recul ou en tout cas une prise de hauteur sur tous ces sujets-là et peut-être aussi faire quelques pas de côté. Et merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre accueil. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Ravi pour au moins 3 raisons. La première, c'est qu'on est sur un sujet mais qui est jamais terminé, toujours renouvelé et sur lequel il y a beaucoup de matière à échanger. Deuxième raison, parce que je pense qu'on a tous conscience d'avoir assisté à un moment ce qu'on va durablement marquer la possibilité territoriale à détenir un renouvellement des manières de présenter les chiffres par le président Massot à date dans l'histoire des territoriales. Et donc, je suis très ému d'avoir assisté à cette situation-là, pas beaucoup, pardon. Et puis, troisième raison, pour reprendre dans les et ici, et faire écho au fait que le Loir-et-Cher a une tradition en la matière, puisque en son temps, Sylvie Douce Trust avait déjà écrit une chanson sur Vendôme. Donc, on met dans des filiations sur le temps long que les clientes sont et Boulanger aussi, bon. Donc, Pierre Pouchon, c'est un cabinet de stratégie, qui est un cabinet de conseil en stratégie, RH, organisation pour la fonction publique et les fonctions publiques, services de l'État, monde sanitaire et médico-social et la territoriale. Et mon cabinet est partenaire BioCSI, donc nous confions en assurance statutaire et en protection sociale complémentaire, pour accompagner les centres de gestion sur leur gestion de santé au travail, de prévention, de gestion de la santé et BioCSI qui opère depuis une dizaine d'années sur le marché, une vingtaine de centres de gestion, nous l'accompagnent d'infiniment d'entre vous, parmi lesquels l'âme, le Loir-et-Cher et le Loiret. Troisième point que vous évoquez, c'est la production du président Martelière sur le fait qu'elles sont plus aussi la question des agents sont présents et qui supportent depuis longtemps, alors par rapport à l'état le plus objectif qui soit, eh bien, les conséquences, les impacts indirects des agents absents. Et peut-être revenir à faire une digression, mais on y reviendra plus tard sur la question de mytho-réalité. On pourrait en première approche dire que mytho-réalité, c'est un titre un peu valise sur le sujet. Et en fait, pour nos questions d'absentéisme, il trouve tout son sens aujourd'hui, puisque on l'évoquait, on fait déjà des détours sur la question du management, la question des conditions de travail, de la qualité de vie au travail. On pourrait dire que mytho-réalité, on va regarder des chiffres, on va revenir aux beaux chiffres, à une lecture chiffrée des choses, mais il y a plein de manières d'être absent, et on sait qu'on peut être absent. Et parce qu'on a créé de la polyvalence, parce qu'on a mis des procédures, parce qu'on a de la cohésion dans l'équipe, parce qu'on s'entraide, parce que le travail est partagé et que sans c'est partagé, l'agent absent est d'une certaine manière présent, puisqu'il a donné les consignes, il a permis aux collègues de poursuivre le travail. Et donc, il y a à travers l'absence, il peut y avoir une forme de présence et de continuité, et on crée des conditions de continuité. On a le cas inverse où on sait qu'on peut aussi être présent physiquement et absent dans la pratique. Et là, on touche à des questions d'engagement, de motivation. On pourrait poursuivre le modèle avec le télétravail, des choses qui font qu'on peut aussi être absent, présent. Et donc, cette question de mythe ou réalité, présent, absent, elle trouve dans l'organisation du travail, dans la technologie, des manières de lire et de reformuler cette question-là. Alors, pour notre approche, on cherche et on lisait le statut de la fonction publique sous des apparences de stabilité et continuité. Alors certains y voient des formes de rigidité et de lourdeur. C'est un matériau qui est un cadre de travail qui évolue imperceptiblement et qui évolue. On a parlé du jour de carence qui a connu des arrivées, des départs, et qui a une présence fugace mais qui s'est finalement installée. On a parlé du passage de l'indemnisation de 100 à 90% aussi, qui sont des inflexions du statut. Puis on a donc régulièrement dans le paysage du statut des nouveaux objets, nouveaux dispositifs qui apparaissent. Et parmi ceux-là sur lesquels on s'est arrêté dans les travaux, qui est celui de temps partiel thérapeutique initial. On va y revenir parce que c'est un nouveau venu dans la boîte à outils du statut, et qui, avec quelques années de recul, on se souvient, et certainement encore aujourd'hui, qu'il a fait beaucoup parler en disant mais comment donc donner la capacité aux médecins de ville de prescrire directement un temps partiel initial à un agent, alors qu'auparavant est soumis au fonctionnement et aux règles des instances du conseil médical. Est-ce que ça derrière, il y a un pari, le pari que cette ouverture au temps partiel va permettre des actions de maîtrise de l'absentéisme. Premier point sur lequel on va prendre un petit peu de recul, c'est de se dire, avec quelques années de recul, qu'est-ce qu'il en est ? Ce que ça donne ? Est-ce que le pari qui a été fait fonctionne ? Ou est-ce que, quels sont les résultats qu'on peut commencer à mesurer ?
Et puis, deuxième point, alors avec, vous l'avez dit, sans renier de rien, toutes les précautions qui sont à prendre sur cette question-là, puisque comparer le public et le privé de quelque chose qui doit être fait avec la tentation existe, la question peut être légitime. Par contre, il y a autant de privés qu'il y a d'entreprises, selon qu'on parle d'une banque à la défense ou d'une société d'ordure ménagère, où on n'a pas les mêmes métiers, les mêmes typologies, donc on n'a pas le même absentéisme, on n'a pas les mêmes choses. Donc, comparer, et les statuts ne sont pas les mêmes, comparer est quelque chose d'assez compliqué, qu'il faut avoir des précautions. Pour autant, on peut regarder quelques tendances et s'autoriser, là aussi, à prendre un peu de recul ou faire un pas de côté pour risquer quelque chose et voir ce que donnent les évolutions comparées des niveaux d'absence privés et publics. Et puis, un troisième point, on va les regarder, qui sont vraiment un tout petit point, un tout petit focus sur une grosse étude qui a été réalisée l'an passé et cette année auprès des secrétaires de mairie des collectivités, où, en partenariat avec l'NCDG, nous sommes allés rencontrer les secrétaires de mairie de 22 départements français. L'Indre y a participé, Loiret a participé, Loir-et-Cher ont participé. Et donc, on a eu des réponses de 4400, plus 4400 secrétaires de mairie, donc sur 20 000 en ligne, donc c'est un bon échantillon, qui nous parlent de leurs conditions de travail, et notamment les outils en matière de management qu'ils mettent en place. Et on l'évoquait, les conditions de travail, le management, le dispositif, eh bien, ce sont eux qui tiennent les éléments et qui ont une part des solutions à mettre en place pour créer les conditions de l'engagement des agents. On va faire un petit focus là-dessus. Bah, très bien. En tout cas, on va commencer par le premier point que vous avez évoqué, qui est effectivement le temps partiel thérapeutique initial. Vous l'avez évoqué, hein, ça a fait beaucoup parler quand ça a été mis en place. On s'est beaucoup questionné les uns les autres sur l'impact, l'organisation. Et voilà, moi, je trouvais très intéressant quand on a préparé ensemble la table ronde. C'est la première fois que je vois des éléments aussi concrets sur l'impact du temps partiel thérapeutique. Mais je vais vous laisser commenter les chiffres que vous allez nous montrer. Effectivement, c'est un travail qu'on a cherché à mener, une investigation préliminaire sur cet observatoire-là. On se l'est dit en préparant, la question de l'impact du TPT initial peut paraître un petit peu confidentielle comme sujet, mais on fait l'hypothèse qu'effectivement, ça mérite d'être investigué. La première chose que l'on constate, vous voyez, sur une période 2022, 2023, 2024, donc vraiment les 3 années d'observation, vous avez le premier constat que l'on fait, c'est que le TPT initial, qui est nouveau dans le statut, pour autant prend sa place et aujourd'hui s'installe dans le paysage. Si vous regardez la courbe de gauche, les graphes de gauche, vous voyez en fait sur une base 100 le nombre d'événements qui surviennent d'aujourd'hui, ce qui fait l'absentéisme. Vous voyez qu'on retrouve, si on part du haut, l'accident de travail, 9-10% des événements, c'est de l'accident de travail. La maladie ordinaire, au milieu, 70-67%, c'est les 2 tiers des événements qui surviennent sont de la maladie ordinaire. Et puis, vous avez tout le reste, les autres motifs, dont on voit l'évolution sur la partie de droite. Si on part du haut, ce qu'on pourra, sans les prendre par le menu complètement, mais vous voyez que la disponibilité d'office reste stable, la maternité reste stable. Si on part du bas, CLM s'infléchit un petit peu, les CLD descendent, le TPT classique augmente, passe de 6 à 9, et surtout, vous avez au milieu le TPT initial qui est en orange. Vous voyez qu'il représentait en 2022 moins de 1% des événements qui surviennent. En 2024, c'est 2% des événements qui surviennent. 2%, vous voyez, c'est à comparer au CLM 1,7. Donc, on a en nombre d'événements autant de TPT initiaux qui surviennent dans les collectivités qu'il y a de CLM. Donc, premier constat, le dispositif a pris, a trouvé, s'est installé et aujourd'hui, on y recourt et dans de manière assez sensible. Une fois qu'on a posé ce constat, on se dit, voilà, le pari qu'on évoquait, qu'est-ce qu'il en est, quoi ? Est-ce qu'on a bien fait de faire ce pari, d'intégrer ça dans le statut, ou est-ce qu'on a ouvert la bergerie au loup ? Alors, on a première manière de considérer les choses, on a regardé 100 agents, donc petits agents à bien rangés à gauche, à qui on s'est intéressé. Effectivement, on s'est intéressé sur ce qu'ils devenaient à l'issue du TPT initial. Donc, 100 agents qui, aujourd'hui, terminent leur TPT initial. Qu'est-ce qu'ils font dans l'année qui suit ? Ben, on voit que dans l'année qui suit, ils sont plus de 2 tiers d'entre eux à ne pas connaître d'arrêt. Donc, il y en a 68 sur les 100 qui, 300 jours après, n'ont pas connu d'arrêt. Et donc, bon, plutôt encourageant, plutôt bien. On voit que 2% d'entre eux sont en accident de travail. Alors,
le TPT initial ne prémunit pas contre l'accident de travail. Donc, on voit que c'est un volume assez faible. On retrouve la maladie ordinaire, 25%. Pour autant, la maladie ordinaire survient 115 jours en moyenne après la fin du TPT initial. Ce n'est pas une rechute le lendemain, ce n'est pas un arrêt qui enchaîne directement la fin du TPT initial, mais c'est, vous voyez, 3-4 mois après qu'on peut constater de la maladie ordinaire. CLM, CLD dans une moindre mesure, et peut-être on a des TPT initial qui retraite, qui continue, mais de manière marginale. En premier constat, on voit que ce qui se passe au lendemain du TPT initial, c'est plutôt intéressant, mais plutôt majoritairement des gens qui n'enchaînent plus d'arrêt. Là, on est sur une base de 100 agents qui reprennent après un TPT initial, mais dont on ne sait rien de ce qu'ils ont connu comme événement auparavant. C'est 100 agents, toute nature confondue. Si on fait un effet de zoom et qu'on se dit, parmi ces 100 agents, il y a une partie d'entre eux qui peut-être n'ont pas connu du tout d'arrêt auparavant et qui pour autant à qui on a presque un TPT initial. Puis il y a à côté d'autres qui ont connu déjà une séquence d'arrêt et qui donc ont également recouru au TPT initial. Donc si on a fait un effet de focus et de zoom, et qu'on regarde nos 100 agents, les sciences libres, là pour le coup on va prendre 100 agents et qui eux, dans l'année qui a précédé, ont eu des absences. Si on regarde leurs absences et qu'on regarde ce qu'ils ont eu en maladie ordinaire, sur ces 100 agents qui ont eu des arrêts en maladie ordinaire avant le TPT initial, plutôt des arrêts importants, puisqu'ils ont connu en moyenne 114 jours d'arrêt maladie ordinaire dans l'année qui a précédé, et c'était entre 1 et 2 arrêts, donc plutôt un gros arrêt long ou deux arrêts importants qui ont précédé. Sur ces 100 agents, en moyenne, leur TPT initial aura duré 136 jours, et on regarde de la même manière ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont eu comme parcours d'absentéisme dans les 12 mois qui suivent. Eh bien, ces 100 agents, ces 100 mêmes agents, ils ne sont plus que 52 derrière à connaître à nouveau des absences, et lorsqu'ils connaissent des absences, ces 52-là, eh bien, les absences durent 92 jours, et c'est un arrêt. Je veux dire qu'on en a 48 qui, dans l'année qui suit, et qui corrobore ce qu'on voyait avant, ne présente pas d'arrêt dans les 12 mois qui suivent. Donc même quand on fait un effet zoom sur ceux qui sont une population fragile, parce qu'ils ont connu des absences, eh bien, on voit que les premiers chiffres, avec toutes les limites de l'exercice, mais pour autant qui montrent qu'il y a plutôt des effets vertueux, ou en tout cas, on n'est pas sur un dispositif qui précipiterait des absences ou qui viendrait entraîner des absences. Voilà, quand on est à 48-52, on sait que dans les collectivités, c'est un agent sur 2 ou moins, ou beaucoup moins, qui connaît dans l'année au moins un arrêt de travail en maladie. Donc on est sur des chiffres qui sont plutôt bien, on retrouve une normalité. En tout cas, on n'est pas sur cette population sensible qu'on avait avant. Donc, premier éclairage sur le TPT initial, on voit que le dispositif, le pari qui a été fait, fonctionne plutôt bien. Alors merci pour ces éléments, parce que je pense que ça peut être un intérêt pour moi, et je vous l'avais dit, il manque un point qui est forcément, j'imagine, complexe à trouver, c'est la raison de ces temps partiels. Parce que moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on a le même impact, c'est-à-dire peu d'arrêts de travail à l'issue, si on a un temps partiel initial suite à une difficulté, je dirais, de santé physique importante, voilà. Est-ce qu'on a la même chose quand on est plutôt sur des arrêts liés, je dirais, en lien avec des problématiques sur la santé mentale? Moi, ce que je vous disais, c'est que de l'expérience de ce que je peux voir, en tout cas des temps partiels thérapeutiques, j'ai trouvé qu'il y avait un effet positif et intéressant sur des arrêts en lien avec la santé mentale, où on est en épuisement professionnel ou en pré-épuisement professionnel. Ça fait partie des éléments qui permettent d'avoir à la fois, alors parfois d'abord un arrêt, mais en tout cas un retour, je dirais, au travail plus rapide et dans des meilleures conditions et dans des conditions aménagées, qui permettent de réguler un petit peu, en tout cas de mieux réguler ses charges, à la fois ses charges de travail et ses charges mentales. Dans les exemples que j'ai en tête, en tout cas, alors effectivement, c'est un travail de longue haleine, puisqu'on est, vous l'avez bien noté dans votre étude, sur des temps partiels quand même qui sont longs. On est à 4-5 mois, donc c'est loin d'être anecdotique.
Mais pour autant, ça a moi, je trouve un bénéfice. Alors après, ça ne s'appuie pas sur des éléments scientifiques, mais vraiment sur des éléments d'expérience. Donc, ça serait intéressant, je pense, à creuser en tout cas, si on est sur quelque chose qui est de l'ordre du ressenti ou de quelques exemples dont je parle, ou si on est plutôt sur une tendance. La difficulté, malgré tout, en tant qu'employeur des temps partiels thérapeutiques, c'est sa gestion. Parce que, eh bien, alors vous allez me dire, peut-être mieux avoir des gens à moitié ou à 80% que pas du tout. Oui, peut-être, mais pas tout le temps. C'est-à-dire que la gestion en tant qu'employeur de ces temps partiels thérapeutiques peut être complexe. D'une part parce que selon les métiers qui sont exercés, ben, on n'est pas dans les mêmes logiques. C'est-à-dire qu'un travail, je dirais, et à gros traits, hein, administratif ou un travail technique, n'entraîne pas les mêmes conséquences. En tout cas d'organisation de travail quotidien, même si on a une liberté conjointe entre évidemment l'employeur et le salarié de trouver le bon niveau et la bonne organisation de la mise en place de ce temps partiel thérapeutique, mais c'est malgré tout une complexité pour les employeurs. Donc ça, c'est un premier point. Il faut aussi, ça veut dire qu'il faut que nous-mêmes on s'y prépare, ce qui n'est pas forcément toujours simple. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le second, c'est la variabilité des quotités de temps partiel, qui parfois sont un petit casse-tête chinois, hein, quand on passe de 50 à 80, à 60, à 50, à 80. Si c'est au bénéfice de l'agent et que ça lui permet une reprise et une organisation, évidemment, on ne peut que le souhaiter, mais ne négligeons pas l'impact organisationnel, parce qu'en termes d'équipe et de structuration, et effectivement, vous avez eu bien raison de reprendre les propos du président Martellière, ceux qui restent, ils s'adaptent. Ils s'adaptent et parfois très très rapidement, et c'est pas toujours évident. Donc voilà, moi je dirais que le bémol, il est vraiment sur la structuration et l'organisation, mais j'imagine que vous continuerez vos investigations sur ce sujet, donc on pourra en reparler avec grand plaisir. Ah ben, c'est le charme des études statistiques. On se rend compte qu'en pensant répondre à une question, on en ouvre 2 ou 3 autres derrière. Bah, c'est bien, ça fait la fortune des statisticiens, c'est très bien. Pour répondre à votre question, oui, effectivement, il y a cette question. Alors, le secret médical fait que, eh bien, légitimement, qu'on n'a pas la pathologie derrière qui permettrait de faire une autre étude. Il y a une autre question qu'on s'est posée avec l'Indre il n'y a pas longtemps, qui est de se dire, sur nos 100 agents qui sont là, eux appartiennent à une pyramide des âges qu'on ne connaît pas, mais est-ce qu'on a une efficacité, qu'on approche là, équivalente à tous les âges de la carrière, ou est-ce qu'on a un dispositif qui marche très bien pour des débuts, milieu de carrière, et est-ce que le TPT initial marcherait moins bien en fin de carrière? Ça, c'est clairement une étude qu'il faudra mener pour affiner les choses et regarder est-ce qu'il y a été bonne on pourrait essayer de dire des bonnes catégories d'agents, en tout cas des catégories d'agents qui répondent mieux à ces dispositifs-là et d'autres moins. Pour là également aller dans votre sens, c'est vrai que le dispositif fonctionne, mais en fait il fonctionne. Premier point pour faire écho à ce qu'on disait aussi précédemment, l'efficacité du dispositif ne tient pas uniquement au TPT initial, puisqu'on parlait, lorsqu'il y a un TPT qui se termine, il y a le retour dans la collectivité, et on peut imaginer que ce qui fait qu'on est plutôt dans les 52 que dans les 48, c'est qu'aussi on a un accueil de l'équipe, on a une équipe RH qui fait on a des conditions de travail qui sont adaptées pour que le retour au travail se fasse bien, et donc on a préparé l'agent, qu'il soit prêt à reprendre à temps plein, et que donc tout au long du TPT, on ait pensé à ça. Et puis on pourra reprendre ce que vous disiez c'est vrai qu'une autre approche peut être de dire le TPT initial, quel coût en définitive? Parce qu'il y a le coût qu'on voit là et on se dit tiens, ok, on a un coût sur l'absentéisme, on modère, on tempère, des gens sont plutôt présents, mais le coût, j'ai tous les coûts indirects de ceux qui sont autour, des stratégies qu'on met en place pour assurer la continuité de service, pour remplacer malgré tout, pour redistribuer la vie dans l'équipe. Et là, il y a un coût global qui mérite peut-être de regarder en disant non pas pour se poser la question de savoir si ça vaut la peine, mais pour avoir une vision d'ensemble sur passer de l'efficacité à l'efficience du dispositif et se rendre compte à quel prix ça marche sur l'équipe. Merci en tout cas pour cet éclairage. Je vous propose qu'on passe au deuxième point que vous nous avez proposé et de nous présenter évidemment une ultra-synthèse ou un petit focus sur l'étude que vous avez pu mener sur les secrétaires généraux de mairie. Alors, une étude qui s'est terminée au printemps où on disait pendant
pas loin de 6 mois, les centres de gestion partenaires, les 22 centres de gestion, ont diffusé une enquête auprès des 4400, 4500 secrétaires de mairie. Premier point qui n'apparaît pas sur le graphe, on a eu pour cette étude un taux de participation qui était extrêmement fort, puisqu'on a eu 50-60% de secrétaires de mairie qui, sur l'ensemble des CDG, ont répondu. Preuve en est, Cécile et j'espère que c'est un sujet qui les intéresse de parler de leurs conditions de travail. Et bon, l'étude fait le point sur une centaine de questions. Là également, dans l'Indre, on l'a même fait 2 fois, parce qu'on avait tellement de choses à raconter qu'on a refait une illusion qu'il y avait d'abord de mesurer des trajectoires. Et on s'est interrogé sur alors, ce qui fait les conditions ce que sont les conditions de travail des secrétaires de mairie, où on constate d'abord qu'on a notamment du point de vue de l'articulation entre secrétaire général de mairie et élu, plutôt un regard qui est positif sur une répartition des responsabilités entre maire et secrétaire de mairie qui fonctionne bien. On a vraiment même des très très bons chiffres, la qualité de la coordination entre maire et secrétaire de mairie. Et puis on avait un ensemble de questions qui étaient sur, on pourrait dire, le management au quotidien des équipes en collectivité et ce que le secrétaire de mairie déploie dans ses collectivités, sachant que là on avait parmi les répondants des secrétaires de mairie de toutes petites collectivités, de 1 ou moins de 1 agents, jusqu'à 30, une trentaine d'agents ou plus. Ce que l'on constate, c'est qu'on a des dispositifs de management qui sont extrêmement variables. On voit que, notamment sous l'impact de tout le travail que font les centres de gestion pour accompagner à la mise en place de l'entretien professionnel, des fiches de l'entretien annuel, des fiches de poste qui ont été assez bien déployées, toute taille de collectivité confondue. Les entretiens annuels qui, dans 2 tiers des réponses, semblent être une pratique qui est établie. On voit par contre qu'on a des outils, et pour faire le lien avec notre sujet du jour, dont on sait que pour donner du sens, pour donner de la reconnaissance, pour distribuer le travail, pour se sentir utile, comme on l'évoquait, pour accomplir un travail de qualité, sont des fondements, des piliers essentiels. On voit que la question de l'organigramme est, pour peut-être devancer une question, pas uniquement dans les toutes petites collectivités où on pourrait s'interroger, mais même dans les collectivités plus importantes, la présence d'un organigramme tenu à jour n'est pas une évidence, puisqu'on a une collectivité sur 2 qui disent non, on est 15, 20, 30, tout le monde n'a pas d'organigramme, mais chacun sait avec qui il travaille, et donc ça suffit. Le règlement intérieur, qui aussi est une boussole en termes de comment on fonctionne, quelles sont les règles du jeu à la collectivité, qui reste quelque chose encore à déployer. Et puis la question du plan de formation. On parlait tout à l'heure, on voyait les chiffres sur le développement des formations qui sont en progrès. Pour autant, on voit que la question d'avoir un plan de formation pour dépasser la formation ponctuelle et avoir, sans prendre de grands mots, mais une stratégie, une trajectoire pour reprendre le beau terme de formation année après année, on voit que c'est quelque chose qui n'est pas encore très développé. Et on voit derrière toutes les questions que ça soulève sur créer les conditions de l'engagement, de la motivation et travailler avec les préventeurs, je dirais, à la source sur créer ces conditions qui font qu'il y a l'engagement et qu'on va travailler en amont sur l'absenté, prévenir les absences. On voit de manière plus globale que toutes les procédures, les modes opératoires qui concourent au fonctionnement de la collectivité restent majoritairement de la tradition orale et un savoir-faire partagé informel, mais pas forcément formalisé. Peut-être juste avant que vous ne passiez à la diapositive d'après, sur ces questions-là, je pense qu'on ne découvre pas effectivement ces éléments, même si au moins ils sont objectivés, et je trouve très intéressant cette étude dans ce cadre-là. Le fait de l'absence de forme, on va dire peut-être d'une insuffisance de formalisation pour être un point peut-être d'amélioration ou en tout cas d'optimisation. Sur la question du plan de formation, on l'a évoqué parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas forcément d'un plan de formation formalisé, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de formation. Et les chiffres qu'on a évoqués tout à l'heure le démontrent bien. Après, peut-être qu'on ne se laisse pas suffisamment la possibilité de faire plus simple que ce qu'on apprend dans les livres. Parce que, et là, je fais un petit clin d'œil à M. Massot dans sa qualité de délégué du CNFPT, peut-être que des formations... peut-être que des formations adaptées justement sur cette question de la formalisation des plans de formation seraient utiles. Je m'explique, on a tous été confrontés soit individuellement, soit dans les échanges avec des collègues au fait de dire « Ah oui, mais un plan de formation, c'est intéressant, tu devrais le formaliser, ça va te permettre de cadrer les objectifs, la feuille de route stratégique, les axes, etc. » C'est super. Voilà, quand vous aurez fini votre plan de formation, ce sera à la fin du mandat, et puis vous n'aurez pas avancé. Voilà, bon. Donc,
On l'a tous vécu. Mais en même temps, nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est on va faire un plan de formation en marchant. Parce que sinon, on va pas y arriver et on va pas être efficace et on va pas délivrer. Puisque l'enjeu, c'est quand même bien de délivrer de la formation, des objectifs, etc. Mais quand on va en formation, on nous remet bien dans les petites cases. Et peut-être qu'il y a aussi cet effet-là, donc c'est voilà, pour ça que je me permets d'interpeller les CNFPT, c'est peut-être voilà, de nous apprendre à être un petit peu disruptifs ou en tout cas différents sur l'établissement de ces plans de formation et en tout cas de donner à voir aussi aux secrétaires de mairie qui ont une multiplicité de tâches et un temps très court pour faire l'ensemble des éléments, des choses plus simples qui fonctionnent et qui ne nécessitent pas des ateliers avec l'ensemble de leurs élus, de leurs agents, etc. Parce qu'en fait, elles le savent. Enfin, pardon, excusez-moi, je dis elles, mais ils le savent, ce dont ils ont besoin. Parce que la tradition de l'oralité et l'interconnaissance que vous pointez bien dans votre étude, bah, c'est bien ce qui fait la valeur, justement, des interactions qu'il peut y avoir dans les communes. Donc moi, si j'ai un message, c'est oser écrire quelques lignes et juste avoir 2-3 indicateurs de suivi de formation serait en tout cas extrêmement intéressant, valorisé aussi et valorisable pour le travail et puis pour la reconnaissance dont vous parliez et le sens au travail dont vous parliez. On l'a évoqué avec Philippe tout à l'heure, mais le fait de dire j'ai de la reconnaissance dans mon travail, bah, c'est aussi effectivement de pouvoir partir en formation et ça se valorise au titre des compétences professionnelles, au titre des actions que l'employeur mène. Donc, je pense qu'on peut faire simple, plus simple que ce qu'on a écrit dans les livres et ce qui prend du temps. Sur la Tour Métropole, on a lancé un plan, on a arrêté le plan de formation. On a dit, alors, et c'est pas que des mots, on a dit on va mettre en place un plan de développement des compétences. Vous allez me dire, oui, vous êtes gentil, vous avez juste changé le terme. Bah non, en fait. L'enjeu, c'est pas tout à fait le même. Ça veut pas dire qu'on a dit aux gens, pendant le temps qu'on va écrire le plan de développement des compétences, vous n'allez pas partir en formation. Non, vous continuez, c'est pas de souci. Mais par contre, nous, on veut orienter sur un certain nombre d'axes de compétences. On le co-construit, mais on continue quand même à faire des choses en attendant. Et voilà. Et puis, ça va se construire au fur et à mesure du temps. On a un tableau d'une simplicité étonnante, puisque moi, j'ai un directeur général qui veut qu'on ait justement quelques indicateurs et pas une pléthore d'indicateurs. Donc, on a vraiment un tableau de bord très simple, voilà, et un état d'avancement, et on objective les choses. Et quand on n'avance pas parce qu'on ne peut pas, eh ben, c'est pas grave. Enfin, voilà, les choses, elles peuvent se faire. Et donc, je pense que pour des communes de petite taille, l'enjeu, c'est de se dire, on peut faire des choses simples. Si on arrive un peu à les formaliser, je pense que c'est de toute façon pertinent, mais de ne pas tomber dans cette ultra formalisation me semble intéressant. Bon, je pense que les élus ont été rassurés de voir que le secrétaire de mairie peut très facilement et facilement échanger avec son maire. C'est quand même, voilà, évidemment la base, je pense, de cette communication. Mais je vous laisse continuer, merci. Vous avez tout à fait raison. En fait, quand on creuse un peu les enseignements d'études et qu'on s'intéresse à ce que les secrétaires nous répondent dans les champs libres de l'enquête, il y a beaucoup comme vous le disiez, de défiance vis-à-vis d'outils de management qui peuvent être perçus légitimement comme très lourds comparé à la taille de la structure. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'attente, mais c'est vrai que ce qu'on nous exprime beaucoup dans l'étude, c'est trop lourd pour la taille de notre collectivité, où chacun sait ce qu'il a à faire, on n'a pas besoin d'eux. Donc il y a vraiment ce double mouvement qui est défiance vis-à-vis d'outils dont on pourrait penser que les outils qui conviennent aux grands vont pouvoir être adaptés aux forceps, aux petites collectivités, et de fait, non. Et puis, le sentiment qui revient assez souvent que, comme chacun sait ce qu'il a à faire, est-ce qu'on a vraiment besoin, et là on retrouve sur la connotation du terme management qui est parfois pas très bien considéré, où il y a besoin de quelque chose, mais le management, on tique un peu. Donc, ça pose vraiment cette question de qu'est-ce que c'est que manager une toute petite ou une petite collectivité, en faisant peut-être l'hypothèse que les recettes qui fonctionnent dans grandes organisations ne peuvent pas être transposées aux petites, et qu'un management qui fonctionne dans une petite collectivité, c'est une des manières de faire, ce sont des pratiques qui sont à concevoir par et pour ces structures-là, de manière un peu spécifique. Quand on creuse, on voit qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. Alors, peut-être pas formalisées, peut-être pas standard, mais le secrétaire de mairie qui dit, nous, c'est simple, le maire, il passe tous les matins dans les services, on boit le café pendant un quart d'heure, on fait le tour des chantiers, des choses, on regarde qui en est où, qui va, on voit s'il y en a un qui a pas l'air en forme, on le prend un pas, on discute avec lui. De fait, il y a une pratique hyper frugale et hyper simple
des coûts du climat social, de distribution du travail, de pointage, de management, de gestion de la charge de travail et le cahier de liaison que les agents viennent remplir en fin de journée quand le maire passe en soirée pour regarder puis distribuer les choses. Il y a en fait beaucoup de pratiques latentes qui existent et qui font en fait le management. Donc, il y avait un travail de mise en cohérence de tout ça à aller chercher, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de management dans le comptable. Mais en tout cas, pas les recettes conviennent aux autres, ne conviennent pas aux collectivités. Et à ce titre-là, sur l'enquête, on a fait un focus sur la question des réunions de service, en disant, mais est-ce que vous, parce qu'en disant, la réunion qui est le moment de pulsation de la collectivité où on fait le point sur le projet de mandature, on fait le point sur la charge, on fait le point sur les choses, est-ce qu'il y a des choses? Alors, est-ce que vous faites des réunions? Et c'est plutôt non. 2/3 ne font pas de réunions en tant que telles dans la collectivité, puis il y en a un quart qui en font quand il y a besoin, mais des réunions à rythme défini, ça reste une collectivité sur 10. C'est assez, lorsqu'il y a des réunions, c'est majoritairement informel, vous voyez, pas ou peu de comptes rendus diffusés, pas ou peu d'ordre du jour. Par contre, pour faire écho avec ce qu'on disait, quand on demande qu'est-ce qui se passe pendant ces réunions, eh bien, oui, il y a un tour de table où chacun prend la parole et dit où il en est sur ses chantiers. On se pose la question des infos à faire remonter aux élus. On fait le suivi de ce qu'on avait dit la fois d'avant. On partage des informations, des actualités sur la vie des collectivités. Donc, de fait, il y a une pratique, il y a une manière de faire, il y a une technique de la conduite de réunion. Certes, elle n'est pas formalisée, mais elle est bel et bien présente. Donc, de dire, donc là, on a un terreau, on a un matériau qu'on pourra aller creuser. Et en lien avec nos questions d'absentéisme, d'engagement, de motivation, de mobilisation, de donner du sens, de faire en sorte que ça a été dit tout à l'heure, que l'agent qui vient le matin, il sait pourquoi il vient, il sait qu'il a œuvre utile à accomplir dans la journée et que travailler pour le service public, c'est important. Voilà. Ça passe par ces outils-là aussi. Donc là, c'est également intéressant d'avoir ce focus. Effectivement, moi, je dirais la même chose que tout à l'heure. Sur le plan de formation, on peut faire simple. Sur les comptes rendus de réunion, on peut faire simple. C'est-à-dire que voilà, on fait un relevé de décision très simple. Plein de petites formes très, très faciles. Il n'y a pas de bonne forme. Il y a juste, on peut se partager aussi justement des bonnes pratiques. L'avantage, pareil, du relevé de décision, c'est que ça permet quand même de poser les choses. Ça permet aussi d'assigner les tâches aux uns et aux autres et puis de donner des échéances, puisque l'enjeu en tout cas de ces réunions, je pense telles qu'elles sont décrites, elles ont aussi pour vocation cette efficacité opérationnelle. Et puis, ça permet d'avoir une trace, y compris pour les gens qui ne sont pas là, notamment ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire assurer aussi la continuité de service, c'est aussi pouvoir communiquer sur ce qui s'est passé quand on n'est pas là. Et ça peut être pour raison de santé, mais pas que, ça peut être aussi pendant les périodes de congé. Après, moi, je ne vais pas blâmer le fait de ne pas faire trop de réunions. Moi, je suis dans une organisation qui fait beaucoup de réunions. Donc, mais parce que les sujets sont vastes, bien évidemment, mais voilà, si je fais un focus très égoïste sur mon emploi du temps, il est peu aisé de trouver un temps, ce que j'appelle un temps de travail ou un temps de dossier, dans une journée, on va dire, normale. Ailleurs qu'aux extrémités exactement de la journée. Mais après, on apprend aussi évidemment à cadrer les réunions sur aussi un temps de début et un temps de fin. Ça me semble aussi fondamental parce qu'on peut aussi avoir tendance à... je pense que les élus pourraient nous parler longuement de la réunionnite. Voilà, de la réunionnite aiguë si vous n'entendez pas. Donc la réunionnite aiguë se soigne. Mais il faut qu'elle soit partagée pour se soigner. Mais en tout cas, effectivement, je trouve que merci pour cet éclairage, en tout cas, sur les conditions de travail et les pratiques managériales des secrétaires généraux. Je pense que c'est, comme vous le disiez, une étude qui a bien plus de matière que ce que vous venez de nous présenter brièvement ce matin. On pourra peut-être aussi rebondir avec des questions si vous en avez tout à l'heure. Et puis, faisons le dernier petit pas de côté avec le secteur privé. Juste sur l'étude, elle est en téléchargement sur le site de l'MDCDG, donc ouais, parfait. Qui souhaite aller chercher le matériau, il y est. Et donc, troisième pas de côté, avec toutes les précautions d'usage qu'on évoquait, se dire si on devait aller mettre en perspective, je vais dire comparer, mettre en perspective les évolutions des absences entre régime général et territorial, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Donc là, on a pris comme base les deux études 2025 de Diosiassi, d'une part sur l'évolution des absences présentes de santé dans la territoriale,
qu'on a évoqué et qui a donné lieu aux chiffres envoyés avant. Et puis une autre étude que Diossi fait sur le secteur privé. Même data scientist, même base de données, même manière de calculer, donc zéro biais dans les méthodes de calcul statistique, pour regarder comment évolue, si on part d'une base 100, les chiffres envoyés étaient aussi sur une base 100, on part sur une base 100, on dit voilà, en 2021, on met les compteurs à 100, comment est-ce qu'ont évolué les absences? Et on voit que, vous voyez, sur le graphe de gauche, sur l'accident de travail, eh bien, le taux d'absentéisme connaît des variations. Il y a eu des évolutions. Il y a eu la crise Covid qu'on a évoquée, qui font qu'il y a pu y avoir des accidents de parcours dans la charge d'activité qui font que. Pour autant, on voit qu'on se retrouve en 2024, 5 ans après, au même niveau à peu de choses près. Donc, on a sur accident de travail, par-delà tout ce qu'on évoquait, différence de métier, d'activité, de cheveux. Pour autant, on a des dynamiques qui sont extrêmement similaires sur les 4 années d'observation. Il n'y en a pas un qui se distinguerait par une évolution de l'absentéisme d'un accident de travail par rapport à l'autre, par-delà les évolutions intermédiaires. Ça suit une tendance assez comparable. Quand on regarde en maladie ordinaire, on voit que c'est un peu la même chose et que l'absentéisme dans la maladie ordinaire, dans la territoriale, a même été plutôt plus stable qu'il ne l'a été dans le régime général, qui a connu, sous l'effet de la crise Covid, une poussée extrêmement importante. Vous voyez qu'entre 21 et 22, il a payé 15%, ce qui n'a pas été le cas dans la territoriale. Et donc, on se retrouve là aussi, 2024, on parlait de sortie peu différée, mais de retour à la normale, pour autant que ça puisse exister. Mais en tout cas, là, on a définitivement, en tout cas, tourné le dos à la crise Covid de 2021-2022. Eh bien, on retrouve des chiffres, donc on n'a pas, par-delà de ce qui peut se raconter, des niveaux d'absence connaissent des dynamiques différentes, territoriales et régime général, où ça va, c'est pas. Ce qu'on a vu tout à l'heure dans les chiffres, c'est que les tendances lourdes sur les 4 ou 5 dernières années, c'est qu'on a plutôt, dans la territoriale, plutôt moins d'agents concernés par les arrêts peut-être moins nombreux, peut-être alimentés par la mise en place de jours de carence également, pour autant des durées d'absence qui augmentent. Et ça, on le retrouve sur le dernier graphe, où on voit qu'effectivement, ce qui interroge et ce qui fait qu'estimer sous la contrainte les niveaux d'absence en maladie ordinaire dans le territorial, c'est bien la durée des arrêts. Et c'est que si on constate un absentéisme qui est plutôt stable en ce moment dans la territoriale, il est stable mais sous tension, parce que les arrêts, la durée des arrêts augmente, on l'a vu tout à l'heure, et la stabilité, on ne la doit qu'au fait qu'il y ait plutôt moins d'agents et plutôt moins fréquemment qui s'arrêtent. Mais c'est la combinaison des 3 facteurs qui fait qu'on a une stabilité, mais qu'en fait, ça masque cette question de l'augmentation très forte de la durée des arrêts. Et là, on voit qu'on se distingue du régime général. Là encore, on est sur 3 indicateurs très prudents, mais qui permettent quand même de mettre en perspective et d'avoir des éléments de réponse, peut-être de tempérer aussi des idées un peu faciles qui pourraient circuler sur le sujet. J'avais envie sur cette dernière diapositive, de passer la parole à Philippe Charton on revient au sujet initial. Est-ce que vous avez quelques commentaires ou quelques éléments complémentaires à nous apporter? Par rapport à ces comparaisons de tendance, où on voit que globalement les phénomènes sont comparables sur le secteur privé et le secteur public, on a un vieillissement global de la population active. Donc on va retrouver comme facteur aggravant naturellement le fait que oui, la population active dite du privé vieillit aussi. On le sait tous, on a une démographie qui est comme ça actuellement. Pour autant, en remettant un point d'analyse supplémentaire en termes de comparaison sur les versants de la fonction publique, et pour essayer de neutraliser cet effet âge. Il y a une pyramide des âges qui est intéressante, c'est celle de la fonction publique hospitalière. Celle de la fonction publique hospitalière, où vous avez globalement une répartition sur toutes les strates d'âge quasiment identique. C'est quasiment une droite. Et donc un taux de renouvellement et aussi un taux de turnover très important dans la fonction publique hospitalière. Donc on peut se dire que l'effet âge a peu d'impact sur cette fonction publique hospitalière. Pour autant, l'effet gravité, on va le retrouver aussi. Donc, il y a l'effet vieillissement de la population, mais il y a autre chose. On sait la prégnance des conditions de travail dans le secteur hospitalier. On sait aussi que les générations qui viennent renouveler les équipes
ont des comportements en termes d'absentéisme différents. Voilà. Et ça pondère aussi cette notion de gravité. Donc, certes, le vieillissement, des phénomènes globalement comparables. Pour autant, l'analyse est complexe parce que les facteurs eux-mêmes sont cumulatifs et différents. On pourrait effectivement rajouter à cette réflexion un autre facteur qui est que qui laisserait, enfin, qui en tout cas qui statistiquement alimente l'augmentation, c'est que comme on a depuis quelques années ouvert la capacité de collectivité à recruter des contractuels beaucoup plus simples que les titulaires, aujourd'hui la tendance qu'on constate, c'est qu'on a pour des titulaires qui partent en retraite, on a des remplacements qui peuvent être par des contractuels. Ce qui fait qu'on a une pyramide des âges, puisque là on regarde, on fait un focus sur les titulaires, on a une pyramide des âges dont le vieillissement est accéléré, parce qu'en fait tous les jeunes embauchés qui rentrent en tant que non titulaires contractuels, et ils ne rentrent pas dans ce périmètre-là. Donc en fait, on a une pyramide des âges qui se vide par le haut, et donc on a une sorte de vieillissement statistique accéléré. Est-ce qu'on ne rentre pas dans la base de calcul les jeunes qui rentrent, qui sortent du scope? Donc on a un effet âge qui existe, on le voit et on a vu les choses, mais sur le taux d'absentéisme, et qui est sans doute accéléré par cet effet salutaire. En fait. Voilà. Je ne veux pas dire qu'il n'existe pas, mais il y a aussi ce point à prendre en compte. Effectivement, je pense que c'est un élément intéressant, complémentaire en tout cas à ce que vous indiquez. Quand même 2 points par rapport à ces éléments de comparaison pour moi qu'on pourrait retenir. Moi, j'avoue que j'ai été surprise du taux d'accidents de travail en fait. Peut-être naïvement, je pensais que le régime général était peut-être plus exemplaire. En tout cas dans le domaine, ou en tout cas peut-être que j'avais en tête des groupes plus importants qui ont des mesures liées à l'accidentologie très fortes et des obligations d'ailleurs aussi très importantes et beaucoup plus importantes que peut-être ce qu'on peut constater aujourd'hui. Voilà, ils ont eu ces dernières années une obligation réglementaire beaucoup plus forte que celle qu'on a connue. Mais c'est peut-être en prenant d'un prisme beaucoup trop restrictif par rapport à ce que recouvre le régime général et l'ensemble des employeurs. Oui, et en prenant en considération que sur les graphes, on part d'une base 100 qui est le même indicateur pour les deux. Alors, on ne parle pas sur les valeurs absolues. L'idée, c'était d'aller représenter les tendances, et parce que, en gardant en tête qu'il n'y a pas un privé et un public, mais il y a une grande diversité, on a essayé de gommer un peu, on prend une base 100, et c'est plus les évolutions des valeurs absolues qu'on regarde. Vous pourrez voir qu'en valeur absolue, on n'est pas sur les mêmes niveaux. Et donc là, c'est les tendances qu'on évolue. En tout cas, les tendances sont comparables. Ça ne veut pas dire que les valeurs absolues le sont. Et puis le deuxième point, c'est le troisième graphique qui montre malgré tout, alors c'est ce qu'on a vu dans la première partie tout à l'heure, mais qui démontre quand même que la fonction publique territoriale, voilà, il y a quand même un sujet sur l'absentéisme qui n'est du coup pour moi pas un mythe. Et je pense que si vous me permettez de conclure la table ronde sur ce point-là, mais bien une réalité dont il faut qu'on saisisse. On a évoqué de nombreux sujets ce matin. Je vous remercie en tout cas Philippe Charton et Pierre Souchon pour vos interventions, et je vais céder la parole au président Gillot. Bon, avant de reprendre mes cheveux longs et ma guitare, j'avais quand même une petite observation que j'aurais voulu faire en ce qui concerne la médecine préventive. On n'en a pas parlé, mais dans l'allongement du temps d'absence pour maladie ordinaire, je pense, je ne sais pas si je me trompe, mais que les difficultés que l'on a actuellement pour assurer une médecine préventive peuvent avoir un impact sur les maladies, puisque le tiers-temps où les médecins allaient voir les lieux de travail, allaient voir les agents et tout, c'était quand même, et c'était dans le terme même, la prévention de maladies éventuelles. Et je sais les difficultés que l'on a, enfin nous en Indre-et-Loire, de grosses difficultés, étant donné qu'on a quasiment plus de médecins maintenant. Je pense que ça a quand même un impact sur l'absentéisme et sur le dernier slide qu'on voyait, sur la durée de ces maladies ordinaires. Je pense qu'il y a un impact là-dessus. Je ne sais pas s'il y a eu des études, mais
Non, c'est ce que vous avez tout à fait raison, Président. C'est ce que, Ah bah oui. que les, Si. ce que l'étude pourrait même porter sur un spectre plus large, sur même la désertification médicale et la médecine de ville, notamment la médecine agréée, à laquelle on doit recourir pour instruire les dossiers de présentation de pensée médicale. Et quand on a des expertises où on attend 2 mois, 3 mois, 6 mois dans certains secteurs pour avoir un avis qui va permettre de constituer le dossier et de le passer en instance, on croise les doigts pour que le dossier soit bien constitué et qu'il n'ait pas à être représenté au coup d'après, parce que sinon, et donc il y a toute une, vous avez tout à fait raison, il y a toute une part de l'absentéisme qui est là, qui est une sorte de part liée à la mécanique administrative et où on a eu des désertifications médicales telles qu'on met le statut à la contrainte. Parce que notamment, je fais plus ou moins de maladie ordinaire. Quand on a 3-4 mois de délai, ça arrive très vite. Voilà, c'était une réflexion. Je vous remercie tout d'abord pour avoir animé cette table ronde. Merci Hélène, merci à vous messieurs. Je crois que ça a été très intéressant. Je ne sais pas si des questions ont été posées. Il y a peut-être beaucoup de gens frustrés qui ont certainement beaucoup d'observations à faire. Je ne sais pas, Hélène, comment ça se passe derrière. On répondra ensuite, bien sûr. Très bien. Enfin, merci à tous ceux que je ne vois pas et qui sont en ligne. Merci à vous qui êtes présents ici. Merci, messieurs les présidents et présidentes, d'être ici tous les 6. Nous sommes là. Ça montre bien quand même l'importance que l'on attache à ce côté de l'absentéisme, qui n'est, comme Hélène vient de le dire, pas du tout un mythe. C'est une réalité qu'il faut effectivement essayer de faire baisser. Merci. Et je vous souhaite à tous une bonne journée.